Économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499$ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Vous avez des projets dans votre cour? Réalisez-les grâce au Centre de vrac Saint-Jean. Des matériaux en vrac, chargés dans votre remorque en 5 minutes ou en livraison. C'est le temps de démarrer votre projet de jardin aujourd'hui. Centre-de-vrac-Saint-Jean.ca. La planche à pagaie pour décrocher, c'est génial. Mais s'y rendre en toute sécurité, c'est essentiel. Et ça commence chez Volvo Ville de Québec. Louez le XC90 Plus 2026 à partir de 428$ aux 2 semaines, au taux de 3,79% sur 36 mois, avec un acompte de 7 000$ sur modèle sélectionné, à partir de 82 181$. Volvo Ville de Québec. Ma vie, ma Volvo. Des conditions s'appliquent. Détails chez Volvo Ville de Québec. Choix. Choix. 98. 98. 1. L'original. Radio X. Choix. À Québec, c'est Radio X. Choix. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Les Radio X-Files, présentés par Porte Bédard, votre expert en conception, réparation, entretien et installation de portes de garage résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles. PorteBédard.com. Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment. The wind's 120 knots to the west. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X. To start with, I'd like to address the rumors right at the beginning. I think it's important that we talk about that. This object is a comet. It looks and behaves like a comet and all evidence points to it being a comet. But this one came from outside the solar system, which makes it fascinating, exciting, and scientifically very important. And a little bit more about the rumors. I think it's very important, and I'm actually very excited that a lot of the world was speculating about the comet while NASA was in a period where we couldn't speak about it due to the recent government shutdown. There was a lot of speculation about what it could be, but what I think is really awesome is that folks were interested in this incredible finding that we observed. We want very much to find signs of life in the universe. In fact, just a few months ago, we were with you and we talked about what we think might be the signal from ancient life on the surface of Mars, from our amazing machines that have been roving the planet for 30 years to look for those things. That is something that's really important for us to learn about and discover. It could be an amazing discovery if and when we can confirm that. But 3i Atlas is a comet. Bienvenue dans les Radio X-Files en ce vendredi soir. Ce que vous venez d'entendre, eh bien, c'était un résumé de ce qui est en fait 3i Atlas. C'est la NASA qui faisait un point de presse. Et pour en parler, votre hôte des Radio X-Files, Christian Page. Bonsoir, Nick. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Oui, effectivement. Je ne sais pas si tu as suivi ça. C'était mercredi après-midi, 15h. Donc, la NASA, sur son site web, a fait une espèce de point de presse pour parler de 3i Atlas. Ce qu'on vient d'entendre, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue de Shakespeare. Il disait qu'il faut se préparer une attaque, c'est ça? Ouais, c'est non. Donc, ce qu'il disait, il dit, bon, 3i Atlas, il dit, répondons immédiatement à cette espèce de rumeur. 3i Atlas est une comète. Il a de l'air d'une comète, il se comporte comme une comète, il bouge comme une comète. Et bon, comme disait mon grand-père, quand ça cancane comme un canard, que ça marche comme un canard, que ça a de l'air de canard, c'est probablement un canard. Donc, c'est un peu ce qu'il résumait. Il disait, bon, évidemment, on a découvert... Le sujet suscitait énormément d'intérêt auprès du public. On est content que le sujet intéresse les gens à l'astronomie, tout ça. Et puis, on comprend également que les gens soient fascinés par la possibilité de vie extraterrestre. Et eux-mêmes, d'ailleurs, il dit, on n'a pas pu vraiment commenter ces derniers jours parce que on sait que le gouvernement américain a été paralysé pendant presque 6 semaines. Mais il dit, bon, on pouvait pas commenter, mais bon, on a suivi un peu le débat. Et puis, c'est vrai que la vie extraterrestre, c'est quelque chose de fascinant. Il rappelle que eux-mêmes, la NASA, à quelques reprises, ils ont tenu des points de presse pour parler de découvertes qui ont été faites notamment dans des sédiments martiens où on a cru, à un moment donné, découvrir peut-être des formes
en tout cas des briques qui semblaient suggérer que des formes de micro-organismes auraient pu se développer autrefois sur Mars. Il dit, je comprends qu'on est fasciné par ça, puis nous-mêmes, la NASA, on est fasciné par ça. Mais malheureusement, 3I Atlas n'est rien de plus qu'une comète. Merci. Bon... Beaucoup de gens qui vont être déçus, ouais. Oui, et pourquoi? Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments ici. On pourrait faire une soirée complète uniquement pour parler de ça, puis j'ai pas l'intention de le faire, mais bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est fascinant. Et il y a plusieurs éléments ici à la fois d'ordre astronomique, mais également d'ordre sociologique par rapport à cette histoire-là. Bon, d'abord, pourquoi est-ce que la NASA décide de faire un point de presse de cette manière-là pour parler de 3I Atlas? Bien, il faut quand même le dire. Le sujet, je résume un peu les faits pour que les gens comprennent l'aspect du débat. 3I Atlas est un objet qui est arrivé dans notre système solaire en juillet dernier. En fait, on l'a observé pour la première fois en juillet dernier. C'est un objet qui vient d'un autre système solaire, d'où son nom un peu étrange, 3I Atlas, 3I pour troisième objet interstellaire, Atlas du nom du système d'observation qui a permis de révéler sa présence. Et on dit troisième parce que le premier à être observé, c'était en 2017. C'était un astéroïde qu'on avait baptisé Oumuamua, un mot hawaïen, parce que ce sont des astronomes dans un observatoire à Hawaï qui l'ont observé les premiers. Donc, un nom hawaïen qui voulait dire le visiteur. Et puis en 2019, on a eu une autre comète qu'on a appelée 2I Borisov, deuxième objet interstellaire Borisov. Et le troisième, c'est 3I Atlas. Et pourquoi toute cette controverse? Parce que dès les premières observations en juillet dernier, il y a un astronome, professeur de sciences et responsable du département d'astrophysique de l'université Harvard, Avi Loeb, qui en observant les comportements de cette comète, qu'à ce moment-là on ignorait c'était une comète, vous savez que c'est un objet qui venait d'un autre système solaire, il a commencé à dire, voilà, ces comportements sont étranges, très singuliers, et à mon avis, il ne peut s'agir à ce moment-là que d'une manœuvre intelligente, donc 3I Atlas ne peut être qu'une technosignature, en d'autres mots, 3I Atlas est un vaisseau spatial extraterrestre. Et bon, évidemment, lorsque Avi Loeb sort ça, tu comprends, cet été, ça fait sourire un peu les astronomes, les astrophysiciens à travers le monde. Mais l'information est relayée rapidement à travers le milieu des gens qui s'intéressent aux extraterrestres, aux ovnis, tout ça. C'est un discours un peu fantastique. Et Avi Loeb va en rajouter une couche, annonçant pour la fin du mois d'octobre une invasion extraterrestre. On en a parlé ensemble de cette histoire-là. Oui. Et puis, bon, évidemment, ce qui est intéressant de retenir ici, on dirait que là, toute cette espèce de brouhaha, on oublie. Et je sais pas, tu sais, au Québec, on dit, notre devise, c'est « je me souviens ». Mais moi, je peux dire que dans l'univers du paranormal, c'est « moi, j'oublie ». Et dans l'univers du paranormal, c'est étonnant de voir comment les gens oublient. Des histoires qui ont été expliquées, des phénomènes qui ont été identifiés il y a 4 ou 5 ans. Hop, tout d'un coup, après une période d'oubli, hop, cette histoire-là revient à la une. Et là, tout le monde se met à s'exciter en oubliant que la même histoire, il y a 4 ou 5 ans, avait été expliquée, puis tout ça. Et c'est continuellement, c'est toujours un peu cette espèce de retour à la case départ. Et dans le cas d'Avi Loeb, les gens semblent avoir oublié que Avi Loeb a tenu exactement le même discours en 2017. Là, c'est vraiment une prise d'eux, là. En 2017, quand il y avait eu le premier objet interstellaire, Oumuamua, Avi Loeb était sorti dans les médias en disant « c'est un vaisseau spatial extraterrestre, c'est une sonde qui est envoyée par une ancienne civilisation pour nous observer ». Il est allé tellement à fond de train dans cette histoire-là qu'il a même publié un ouvrage qui s'intitule Première preuve de vie intelligente extraterrestre. Tu peux pas faire plus clair, là. Avec un titre comme ça, là, il n'y a pas d'ambiguïté, là. Et évidemment, ce fameux rocher Oumuamua est venu, est passé et est reparti. Et ce n'était rien de plus qu'un astéroïde. Bon, mais encore une fois, on a une espèce de période de l'attente. On dirait que tout le monde semble avoir oublié que Avi Loeb, c'est un peu le garçon qui crie au loup.
Et tout à coup, arrive 3i Atlas et il nous ressort, c'est prise 2, il nous ressort exactement le même discours. Et là, bon, évidemment, dans tout ce brouhaha, et la dernière fois qu'on en avait parlé ensemble, je t'avais notamment mentionné que 3i Atlas était passé près de Mars. Oui. Et il y avait sur Mars, il y a un petit robot qui est là. En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a un, Persévérance, qui, dans la journée du 3 octobre, a pris une image du ciel de Mars. Et dans le ciel de Mars, on voyait une espèce de traînée lumineuse et qui n'a pas de l'air du tout d'une comète. Là. Une comète, on s'imagine, même si les gens n'ont pas vu les dernières photos de 3i Atlas, une comète, on imagine une boule de feu avec une traînée derrière. Donc l'image qui a été prise par Persévérance ne montrait pas ce type de phénomène. On voyait plutôt une espèce de cylindre de lumière. Évidemment, les amateurs d'OVNI ont dit « Ah, ben voilà, Persévérance prend une photo de 3i Atlas et on voit bien que c'est pas une comète, c'est sûrement un vaisseau spatial extraterrestre. » Tu comprends que ceux qui entretiennent ce discours-là, ce sont les mêmes qui adhèrent à l'explication des Villeb, qui sont persuadés que 3i Atlas est un vaisseau extraterrestre. Mais crois-le ou non, et c'est ce qui m'étonne un peu, je sais pas, j'ai l'impression que, est-ce que je suis déconnecté? Des fois, j'ai de la difficulté un peu à suivre. Bref, alors qu'on a, j'allais dire 99% des astrophysiciens et des astronomes, mais ce n'est pas vrai, c'est pas 99%, c'est en fait 100% des astrophysiciens et des astronomes, sauf un, disons ça comme ça, et à l'échelle planétaire, ils sont nombreux, parce que les gens qui très rapidement tombent dans les théories du complot nous disent « Oui, mais ça, c'est la NASA. » Mais attends une minute, là. Le 3i Atlas est observable par n'importe qui sur la planète. Là. C'est pas, la NASA n'a pas le contrôle de 3i Atlas. Toi, par exemple, tu décides de sortir ce soir, tu as un appareil optique chez toi, un télescope. Je peux observer, tu peux observer 3i Atlas. Là. Et au moment où on se parle, il y a des centaines de milliers, sinon de millions de gens à travers la planète qui sont passionnés d'astronomie et qui suivent des yeux, qui suivent du regard 3i Atlas avec leurs appareils optiques. Et c'est le cas, bien sûr, des grands centres d'observation à travers le monde. Donc, il n'y a pas que la NASA actuellement qui a un œil sur 3i Atlas. Il y a des astronomes en Angleterre, en France, au Japon, en Chine, partout dans le monde qui le suivent. Est-ce que la NASA pourrait nous cacher la vérité? Ben, c'est aussi ridicule que de dire est-ce que la NASA pourrait te cacher que la Lune existe, parce qu'elle est là dans le ciel, n'importe où la regarder. Tu peux pas la regarder. Bon, c'est un peu absurde de réduire ça à la NASA. Mais, crois-le ou non, alors que 100% des astronomes et des astrophysiciens au cours des dernières semaines sont arrivés à la conclusion, parce que plus l'objet se rapproche, plus on voyait ses comportements, plus on a vu apparaître derrière lui une espèce de queue cométaire qui était en direction opposée du Soleil, parce que, évidemment, l'objet, quand il se rapproche du Soleil, il est bombardé par toutes sortes de rayonnements et à sa surface, certaines composantes vont se vaporiser et c'est ces substances vaporisées qui forment cette queue cométaire. Donc, on a vu apparaître cette queue cométaire. Donc, bref, comme le dit l'intervenant de la NASA, ça a l'air d'une comète, puis ça se promène comme une comète, puis ça a tous les aspects d'une comète. Donc, l'ensemble de tous les astrophysiciens à travers le monde ont dit, bon, ben voilà, maintenant on sait ce que c'est que 3i Atlas, c'est une comète. Mais crois-le ou non, on a... Villeb, qui est tout seul dans sa gang. Puis je reviendrai sur le fait que c'est un diplômé d'Harvard, tout ça. Là, il y a un gros problème avec ça. Mais bref, peu importe. Là, les gens disent c'est un gars d'Harvard. Mais parce que c'est un gars d'Harvard, évidemment, c'est ce qu'on appelle un billet d'autorité. Oui. Voilà, c'est un billet d'autorité. Et là, Villeb, tout seul dans sa gang, continue de dire non, 3i Atlas, c'est un vaisseau spatial extraterrestre. Et la NASA nous cache des choses. Parce que, évidemment, les Américains, eux, voient le monde réduit aux États-Unis. En dehors des États-Unis, le monde n'existe pas. Et si Villeb dit qu'il y a un complot puis que la NASA cache la vérité, bien, crois-le ou non, il y a une représentante républicaine de la Floride, Anna Paulina Luna, qui a été interpellée par ce discours-là de Villeb. Et alors qu'il y a le shutdown aux États-Unis, elle envoie une lettre à la NASA leur demandant de rendre publiques leurs infos et leurs photographies prises depuis la sonde spatiale martienne et de s'expliquer. Mais là, tu écoutes, là, c'est de la... Là, il ne manque plus que la petite tuque en papier d'aluminium, là, tu sais. Donc, la NASA, évidemment,
qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, je veux dire, la NASA dit, ben là, écoutez, là, la photo, d'abord, premièrement, la photo qui a été prise par la sonde Persévérance, et la dernière fois qu'on avait parlé de cette histoire-là, c'est de ça qu'on avait parlé, la sonde, la photographie qui a été prise par Persévérance n'est pas une photo de 3I Atlas. La photographie prise par Persévérance qui montre cette espèce de cylindre de lumière, ce n'est pas non plus une théorie du complot, c'est simplement l'une des lunes de Mars. En Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Et puis quand on dit des lunes, entendons-nous, là, c'est modeste. Hein? Notre lune, à nous, elle est très grosse, elle est très belle, elle est très ronde. Puis plus les objets sont petits, plus ils ont des formes un peu étranges. Et les lunes de Mars, on les appelle lunes presque par politesse, là, mais oui, ce sont 2 gros rochers qui gravitent autour de Mars. Et Phobos, ça a l'air un peu d'une grosse patate déformée un peu, là, mais c'est un gros rocher. Oui. Et donc, Persévérance avait l'objectif de sa caméra était braqué vers Phobos. Et pour photographier des objets, un peu pour ceux qui connaissent un peu la photographie de nuit, la photographie des planètes, etc., ben, il faut un long temps d'exposition pour pouvoir capter ces images-là sur un appareil photo qui avec une sensibilité adaptée. Et dans le cas de Phobos, ben, il était tourné vers le ciel et il avait dans son capteur Phobos et le temps d'exposition était comme, je ne sais pas moi, de 30 secondes ou 1 minute. Donc, l'objet, durant cette minute-là, Mars bouge et l'objet bouge aussi dans le ciel, ce qui a créé cette espèce de traînée de lumière. Donc, c'est un phénomène, cette traînée de lumière, elle est simplement due au fait que le point lumineux dans le ciel, Phobos, s'est déplacé durant le temps d'exposition de la caméra, ce qui a fait cette traînée lumineuse. Mais la NASA dit, bon, ça, il faut tout de suite l'expliquer, c'est Phobos que l'on voit. C'est vrai que le même jour, une sonde en orbite autour de Mars, une sonde qui est exploitée par l'Agence spatiale européenne pour détecter les gaz autour de Mars dans l'atmosphère martienne. Cet appareil, cette sonde, a tourné son regard et a pris une photo de 3I Atlas. Et sur cette photo prise par la sonde orbitale autour de Mars, cette fameuse sonde européenne, ben, elle nous montre une comète. C'est ce qu'elle montre. Mais c'est quand même incroyable que le discours d'un individu, alors que tu as à l'échelle de la planète des dizaines de milliers d'astronomes et d'astrophysiciens qui nous disent 3I Atlas est une comète, rien de plus, la voix d'un seul individu a fait réagir un représentant du Congrès américain qui a sombré rapidement dans une théorie du complot pour demander à la NASA de s'exprimer. Bon, bref, c'est probablement parti à cause de ça que la NASA a décidé de tenir ce mercredi, donc il y a 2 jours, a décidé de tenir ce point de presse pour rendre public ou à tout le moins commenter l'ensemble de toutes les données que l'on a actuellement sur 3I Atlas. Remettre les pendules à l'heure. Voilà. Et dès le départ, dans les 2 premières minutes du point de presse, l'extrait qu'on a entendu en début d'émission, cet extrait-là apparaît dans les 2 premières minutes, les 2-3 premières minutes de l'émission, où immédiatement on a voulu mettre les pendules à l'heure. 3I Atlas n'est rien de plus qu'une comète. Mais c'est pas la première fois en plus que je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est pas la première fois que ce supposé savant-là d'Harvard émet ce genre d'hypothèse. Oui, comme je t'ai mentionné, en 2017, il a écrit un livre entier autour de ça. Là. Il ne fait que reprendre ça. Et là, évidemment, Evileb, hier, donc on était au lendemain de ce point de presse de la NASA, donc 24 heures après, il était sur tous les médias pour dénoncer le point de presse de la NASA. Il nous cache des choses. Là, on est un peu dans la théorie du complot. Là. On nous dit il est déçu, mais faut-il se rappeler qu'il est tout seul dans sa gang, lui, là. Il n'y a pas personne qui le suit. Là. Il n'y a pas derrière lui 10 000 autres astrophysiciens ou astronomes qui sont en train de le baquer. Là. Il est tout seul dans sa gang. C'est important de rappeler ça. À l'échelle planétaire, là, il y a des centaines de milliers d'astronomes, d'astrophysiciens, d'amateurs d'astronomie qui regardent 3I Atlas. Le seul, faut-il le rappeler, le seul qui tient ce discours-là, c'est Evileb. Donc, on peut se poser la question, mais comment est-ce possible? Parce que, comme je l'ai mentionné, soyons honnêtes, Evileb est un individu qui a un cursus universitaire très impressionnant. Comment ce type-là peut-il dire toutes ces âneries? Puis c'est amusant parce que moi-même, au lendemain, en fait, dans les heures qui ont suivi le point de presse de la NASA, ce mercredi, j'ai fait un commentaire sur les médias sociaux en disant, bon, ben voilà, la NASA vient de trancher, j'espère que ça va
clore le débat, alors que je sais très bien que ça ne le débat ne sera jamais clos. Alors, c'est un peu comme l'assassinat du président Kennedy ou toutes ces histoires-là. T'aurais beau arriver avec toutes les explications possibles, et là, on parle beaucoup actuellement que le président Trump va rendre public le dossier Epstein. Il y aura toujours des gens pour dire, même si on a 100% de la documentation qui a été rendue publique, il y aura toujours des gens pour dire, peu importe où on se place, hein, qu'on soit pour, qu'on soit contre, il y aura toujours des gens pour dire, oui, mais il y a peut-être un document quelque part caché qui, bon. Donc, le débat ne sera jamais clos. Mais on peut quand même se poser la question. Donc, moi, j'ai fait le commentaire en disant, bon, ben voilà, la NASA a tranché et j'espère qu'on en a fini avec le ridicule Evileb. Et là, des gens, j'ai eu droit à des courriers orduriers, n'ayons pas peur des mots. En disant, qui, tout Christian Page, le ridicule Evileb? Évidemment, ceux qui tenaient ce discours-là, c'était des gens qui adhéraient à son discours du vaisseau extraterrestre. Et là, je me suis posé la question, mais comment, dans quel monde les gens peuvent-ils vivre pour croire qu'un diplôme universitaire peut t'empêcher de dire des bêtises? Je ne sais pas pour toi, mais moi, dans le monde où je vis, là, tout le monde, personne n'est à l'abri des bêtises. Moi, j'en ai dit des bêtises. Je suis certain que toi aussi, t'en as dit des bêtises. Puis tout le monde en dit des bêtises. Il y a tous, à un moment donné ou à un autre, où on a défendu une idée, on a défendu une hypothèse, et après coup, on s'est dit, peut-être que finalement, j'avais tort. Puis on comprend que c'est dur pour l'ego de reconnaître que tu as eu tort. T'sais, moi, j'ai défendu des dossiers, fantômes, ovnis, tout le reste, pendant des années. Et finalement, quand des faits sont venus prouver que j'avais tort, évidemment, je me suis pas caché derrière mon diplôme de journaliste en disant « Non, j'ai un diplôme de journaliste, je ne peux pas avoir tort. » Non, j'ai dit des bêtises. Et tout le monde en dit des bêtises. Il n'y a aucun scientifique qui est à l'abri des bêtises. Les humains sont comme ça. On n'est pas à l'abri des bêtises. Et jamais, peu importe le diplôme universitaire que l'on a, jamais ça va nous empêcher de dire des bêtises. On pourrait faire des séries complètes. Moi et toi, là, on pourrait faire des émissions là, pendant encore 20 ans, puis on n'aurait pas encore fini de passer au crible l'ensemble des bêtises qui ont pu être dites par des scientifiques qui ont défendu des idées ou des hypothèses tout à fait ridicules. Puis on en a eu, puis on n'a qu'à regarder durant la COVID, hein? Tous les scientifiques avaient tous leurs hypothèses, leurs idées, puis chacun, il y en avait une tonne là-dedans qui était complètement dans le champ. Les faits ont démontré qu'ils étaient dans le champ. C'était quand même des scientifiques, c'était des immunologues, c'était des spécialistes, et pourtant, ils ont défendu des hypothèses qui étaient tout à fait invraisemblables. Quand on est rendu à Evileb, je le maintiens, je persiste et signe, cette hypothèse, elle est ridicule. Elle est ridicule. Quelque part, là, quand tu es le seul dans ta gang à croire qu'il y a le pas dans parade, là, tu commences à te poser des questions. Quand tu as 100% de la communauté des astronomes et des astrophysiciens qui te disent « ça, là, c'est une comète » et que toi, t'es-tu seul à dire « non », c'est un vaisseau extraterrestre. Là, on tombe, excuse-moi, là, mais là, on tombe dans le ridicule. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et là, évidemment, on n'est plus dans le domaine de la science, on n'est plus dans le domaine, en fait, pour Evileb, on n'est plus dans le domaine de la science, on est dans le domaine de la sociologie. Et en sociologie, le comportement d'Evileb, qui probablement est en partie motivé par l'orgueil, hein? J'ai prétendu ça, je ne veux pas reconnaître que j'ai tort, donc probablement qu'une partie d'orgueil. Mais le deuxième élément, c'est un élément qui est bien identifié par les sociologues, qui s'appelle la dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive, toi, moi, Evileb, peu importe ton diplôme, on peut tous être victimes de la dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive, c'est drôle parce que cette découverte sociologique, en fait, une découverte qui est liée au comportement. Elle est née justement dans une histoire d'OVNI. Ça nous renvoie en 1956. À ce moment-là, il y a un ouvrage qui est publié aux États-Unis qui s'appelle « When Prophecy Fails ». En français, ça va être traduit sous le titre de « L'échec d'une prophétie ». C'est signé par 3 psychologues. Il y a Léon Festinger, Henry Ryken puis Stanley Schachter qui vont s'intéresser à une femme qui s'appelle Dorothy Martin. Et Dorothy Martin, c'est une ménagère qui habite à Oak Park. On est en banlieue de Chicago. Et depuis le début des années 50, elle prétend avoir des contacts extraterrestres avec des habitants d'une planète qui s'appelle la planète Clarion.
Et ces habitants de la planète Clarion, évidemment, sont des échanges télépathiques. Ces extraterrestres lui ont annoncé que le monde arriverait à sa fin et que le monde serait détruit par une espèce de déluge à l'échelle planétaire. Il n'y aurait aucun survivant, sauf évidemment elle et une partie de ses ouailles qui seraient avec elle, qui seraient sauvées in extremis grâce à l'arrivée d'une soucoupe volante. Donc, là, et elle annonçait cette destruction pour le 21 décembre 1954. Le jour J est arrivé, comme Evileb, qui nous annonçait pour le mois d'octobre son invasion extraterrestre. Maintenant, il l'annonce pour la mi-décembre, soit dit en passant. Donc là, le jour J est arrivé. Oui, il a changé la date. Les extraterrestres, ils ont dit qu'ils changeaient de date. Fait que là, le jour J... Non, il n'était pas prêt. Le jour J arrive, dans le cas de Dorothy Martin, le jour J arrive et il n'y a rien qui se passe. Au lendemain de ça, on peut s'imaginer que les adeptes de Dorothy Martin, ceux qui, un peu comme Evileb, ont bu ses paroles, auraient dû se dire, ben là, il y a eu échec de la prophétie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais non, ils ont préféré croire le discours de Dorothy Martin qui lui a dit, finalement, là, les extraterrestres m'ont fait savoir qu'ils avaient changé d'avis. C'était plus raisonnable pour eux et probablement plus confortable de croire à cette nouvelle version plutôt que d'accepter qu'ils avaient été dupés. Et donc, nos 3 psychologues qui se sont intéressés à ça, ils ont compris qu'en fait, lorsque une information s'oppose à nos croyances, on est prêt à peu près à faire n'importe quoi pour essayer de la justifier pour ne pas vivre un peu cette dualité. Le fait et ma croyance, elles s'opposent. Donc, pour ne pas vivre cette dualité, j'essaie de rationaliser l'information pour qu'elle puisse se conformer à ma croyance. Et c'est l'essence même de l'échec de la prophétie. Et c'est également, et c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont émis cette notion d'un phénomène qui se passe et on peut tous être victimes de ça, qui s'appelle la dissonance cognitive. C'est vrai que après ça, depuis, je pense que c'est l'an dernier, il y a des scientifiques qui ont critiqué et quand je dis c'est l'an dernier, c'est assez amusant parce qu'on est quand même pratiquement 80 ans après la publication de l'échec d'une prophétie, mais enfin, il y a des gens qui ont dit, ouais, peut-être que les 3 psychologues n'ont pas agi fair avec Dorothy Martin, se sont fait à croire qu'ils étaient aussi intéressés par ces messages messianiques, là. Donc, on peut toujours questionner un peu la façon dont les psychologues se sont pris pour avoir l'information et s'infiltrer dans le mouvement, mais ça ne remet pas en question ce phénomène de la dissonance cognitive. Et je pense que dans le cas de Evileb, on est exactement dans cet univers-là. Le type, par orgueil, possiblement, comme je l'ai mentionné, refuse de dire, OK, je me suis trompé, puis les autres ont raison. Mais non, il continue de maintenir cet argument-là, et puis, évidemment, ceux qui le suivent acceptent ses explications. Et encore une fois, oui, c'est ridicule de croire ça. Et c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est à l'abri d'un discours tout à fait absurde. La littérature est remplie d'hypothèses, de discours, d'informations qui ont été véhiculées dans des milieux scientifiques, qui ont été défendus bec et ongle par des scientifiques et qu'on s'est rendu compte éventuellement que c'était des absurdités totales. Non, un diplôme universitaire n'est pas une garantie, quel que soit notre cursus, n'est pas une garantie qui nous empêche de dire des bêtises. Et Evileb en est la preuve. Je ne sais pas comment se passent ses cours d'astrophysique. Il est peut-être un excellent professeur. Quand il parle des trous noirs, je sais qu'il dirige un groupe de recherche sur les trous noirs. Quand il parle des trous noirs ou qu'il parle d'astrophysique, peut-être est-il, pour utiliser l'expression, top-notch. Mais à ce moment, quand il se met à parler de 3i Atlas, là, on n'est plus dans le domaine de la science. On est dans le domaine de la dissonance cognitive et son discours est rempli de bêtises. Voilà. Donc voilà, c'est officiellement une comète. Dossier clos, même si, ce type continue d'y croire, il faut se réveiller. Libre à lui. Puis je relève le défi, Nick. Je te garantis que si, à la mi-décembre, l'invasion extraterrestre qui nous annonce ne se produit pas, comme ça ne s'est pas produit non plus parce que là, les gens me disent « Ouais, mais il n'a pas vraiment dit ça. » Il n'a pas vraiment dit ça. C'est un peu comme avec moi, il n'a pas vraiment dit ça. Quand tu écris un livre, puis le titre, c'est « Première preuve de vie intelligente extraterrestre », je pense que c'est assez clair, là. Donc, si à la mi-décembre, l'invasion extraterrestre qui est supposée de nous frapper ne se produit pas, je relève le pari que Evileb va encore trouver le moyen, comme Dorothy Martin, de dire « les extraterrestres ont changé d'avis, mais moi, je n'ai pas tort.
Hein? C'est la communauté scientifique qui a tort. Les astronomes, les astrophysiciens, partout à travers le monde ont tort. Moi, j'ai raison. Et voici pourquoi l'invasion extraterrestre ne s'est pas produite. Et je peux t'assurer qu'il va le faire sans que ça ne touche sa popularité auprès des gens qui boivent ses paroles. Probablement c'est un peu triste. Oui, probablement que c'est très long à préparer quand tu es un extraterrestre, une invasion sur une planète que tu connais pas. Fait que tu dois... Ça se peut qu'il y ait des délais. C'est ça l'affaire. Probablement. On va attendre un peu. Il y a comme le chaos là, dans le Parti libéral. On va attendre que ça se calme. Parce que là, pour l'instant, c'est eux qui occupent tout l'espace de la publicité et des journaux. Donc, on va attendre. On va avoir notre petit moment de gloire. Repoussons ça à la mi-septembre. Les gens parlent de nous. Christian, on va faire une courte pause. Au retour, bon, il y a plusieurs manifestations d'OVNI qui se sont passées au New Jersey, entre autres, cette année, mais il y a des explications qui sont possibles autour de ça. Bref, il y a aussi une vidéo qui circule concernant des apparitions d'OVNI tout près de chez nous, à Halifax. C'est assez récent, on va en parler au retour de ceci. Radio X Files. Here we go. Execute program. Avec Christian Page. Radio X. L'Extra. 80. L'Extra. 2000. Avec Pee-Wee. Samedi et dimanche, 16h. Radio X. Présenté par Béné et compagnie. Le prix d'amis est de retour. Jusqu'au 29 juin, le repas rap est à 10,99 $ ou pour les membres de l'appli Mon B Éco à 8,99 $. Des conditions s'appliquent. Bonjour, votre destination? Au nouveau Lévis Subaru. C'est simple. Maintenant situé au 5085 Christophe Colomb-Lévis, autoroute 20, sortie 325 Nord. C'est parti! Lévis Subaru, c'est la place pour ta nouvelle voiture. LévisSubaru.com. J'ai une question qui me travaille. Quoi faire en premier si je me sens harcelée par un collègue? Consultez la personne désignée par votre employeur dans sa politique de prévention du harcèlement. Au besoin, visitez le site de la CNESST. Les normes du travail pour les questions qui vous travaillent. Un message de la CNESST. Chez Maxi, la méga-vente offre tellement de méga rabais qu'il faut aller méga vite pour passer à travers. Les poitrines de poulet à 3,99 la livre, 8,80 le kilo. Les biscuits Maxi Fruits Météo Normandie Dare à 1,88 $. Les melons d'eau à 3,77 $. Plus de détails en circulaire et chez Maxi. Jusqu'au 18 juin, c'est la vente surprise Pro-Plan chez Les Tourneaux. Obtenez jusqu'à 10 $ de rabais sur la nourriture pour chiens, chats Pro-Plan. De plus, nous accumulons vos achats et le 13e sac est gratuit. Détails sur lestourneaux.com. Quand on découvre les nombreuses caractéristiques du Kia Sportage hybride, on est loin d'être déçu. Régulateur de vitesse adaptatif, 1000 litres de volume de chargement, traction intégrale livrable et avec une autonomie qui peut atteindre 775 km, on est loin d'être à court de destination pour les vacances cet été. Partez loin, loin cet été, en tout confort, en toute confiance et en Kia Sportage hybride. Profitez de tout avantageux à la location et au financement. Détails à kia.ca. Kia, du mouvement vient l'inspiration. Nouveau logis, nouveau matelas. Matelas Dauphin facilite votre changement de matelas en vous offrant toute une vente. Obtenez jusqu'à 40 % de rabais sur nos matelas de grande qualité, plus taxes payées. Matelas Alcove ultra confortable, garantie 15 ans, format double, en spécial à 599 $, taxes payées. Livraison gratuite et rapide. Profitez de la vente déménagement dans tous les matelas Dauphin. Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise. La soudure chez Can-Am, c'est essentiel. FCAW ou GMAW, ton talent donne forme à des structures d'envergure. Ici, tu travailles avec des outils adaptés, dans un environnement sécuritaire, stimulant et surtout avec une équipe solide et fière. Horaire de nuit du lundi au jeudi, prime de nuit, vêtements fournis et carte CWB possible sur place. Can-Am recrute des soudeurs. Fais partie de l'alliage. www.canam.com. Monsieur le Fumeux, maintenant à Saint-Apollinaire. Nouveau local et plein de nouveautés. Grande variété de fumoirs, plancha et plus encore. Monsieur le Fumeux, le smoke shop tout en un par excellence. Passe-nous voir. Avez-vous entendu parler du Cherokee Hybrid 2026? Parce que moi, on m'en parle tout le temps. Complètement redessiné, 800 km d'autonomie sur un plein d'essence, traction intégrale et un niveau de confort absolument incroyable. Et c'est dur à croire, mais vous aurez tout ça et plus encore à partir de 42 390 $. Parole de Dupont, vous trouverez jamais un SUV de ce calibre pour aussi peu. Allez l'essayer chez Lévis Chrysler, pas demain, pas en fin de semaine, aujourd'hui. Et vous aurez le coup de foudre, c'est garanti. Chez Lévis Chrysler, on se
s'occupe de vous. Cessez de repousser à demain et prenez rendez-vous dès maintenant à la clinique radiologique Audet. Une équipe humaine et professionnelle qui saura répondre à vos besoins. Saviez-vous que leurs services d'infiltration sont disponibles par rendez-vous de jour ou de soir dans un délai rapide, sans frais, afin de soulager rapidement vos douleurs sportives ou articulaires? Possibilité de faire sous-scopie ou échographie également. Clinique radiologique Audet, c'est des résultats rapides et précis en un seul endroit pour vos examens médicaux. Complexe La Cité Verte, Sainte-Foy. Bonjour, ici Carole. Comme je sais plus comment vous le dire, je vais vous faire un dessin. Une image vaut 1000 mots qui disent un gros feu de rebut avec un bidon d'essence. Là-dessus, tiens, un beau gros X. Un feu de camp pas éteint, quinte-toi, on le barre. Un mégot de cigarette dans le bois, tu le vois? Ben un gros X là-dessus aussi. Excuse Carole, justement, on le voit pas parce qu'on est à la radio. T'es-tu sérieux, là? Regarde, c'est simple. Évitons les feux évitables. J'espère que c'est clair. Un message de la Sopfeu avec la participation financière du gouvernement du Québec. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ça vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. À Québec, un Ford, ça se penche chez Desjardins. Les vacances approchent, c'est le moment idéal pour prendre le volant d'un nouveau Ford. Profitez jusqu'à 8000 $ de rabais sur le F-150 2026 et jusqu'à 5500 $ sur le Bronco Sport 2026. En plus, obtenez jusqu'à 1250 $ en crédit d'accessoires sur les F-150, Bronco, Bronco Sport, Ranger et Maverick. Véhicules en inventaire et livraison rapide. Un Ford, ça se penche chez Desjardins Ford. 175 rue du Marais. Les radios X-Files, présentés par Porte Bédard, votre expert en conception, réparation, entretien et installation de portes de garage résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles. Portebédard.com. Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment. Radio X Files. Avec Christian Page. Radio X. On est de retour dans les radios X-Files en ce vendredi soir. On parle d'OVNI, entre autres. On a classé le dossier 3i Atlas. C'est une comète. Et il n'y a rien d'autre à dire que c'est une comète, Christian. Oui, absolument. Donc, attends, la prochaine fois qu'on va en reparler, c'est à partir de la mi-décembre. C'est ça. Si là, à ce moment-là, il y a une invasion extraterrestre, on va le dire. Mais s'il n'y en a pas, je pense que le dossier est clos. Du côté du New Jersey, cette année, on note plusieurs apparitions d'OVNI, entre autres. Oui, en fait, cette histoire-là du New Jersey, ça avait alimenté énormément la presse à partir de l'automne dernier. Donc, on est à l'automne 2024. Principalement, je dirais au mois de novembre 2024, il y a toute une série d'observations d'OVNI qui ont été rapportées au New Jersey. Et évidemment, c'est un peu comme de la publicité. C'est à partir du moment où tu te mets à en parler, bien, plus les gens lèvent les yeux au ciel, puis plus ils lèvent les yeux au ciel, bien, ils voient des phénomènes qui peut-être étaient assez courants, mais qu'ils n'avaient jamais remarqué. Donc, éventuellement, ça alimente tout ça. Et uniquement là, pour la période de la fin de 2024, novembre-décembre 2024, il y a 964 observations d'OVNI qui ont été signalées au service d'urgence. Donc, c'est énorme. Là. On parle de pratiquement... 500 observations par mois là, qui ont été signalées. Bon, évidemment, ça a soulevé un tel intérêt que, éventuellement, à ce moment-là, c'est encore l'administration Biden qui était à Washington. Donc, la porte-parole de la Maison-Blanche a été interrogée là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a ces fameuses observations qui se multiplient au New Jersey. Et elle avait répondu, écoutez, on en a informé la garde, les services d'urgence, les services de la sécurité du territoire. Et à ce moment-là, on avait même un certain John Kirby qui représentait justement la sécurité publique, qui avait répondu qu'à son avis, il devait s'agir de drones, sans élaborer davantage. Et il avait ajouté que pour l'instant, tout le moins, les services d'urgence n'avaient pas détecté la moindre menace. Parce que c'est ça d'abord, le premier rôle, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas une menace directe pour la population. Donc, à ce moment-là, l'histoire s'était alimentée. Il y avait quand même des gens qui s'étaient penchés un peu sur la question et on était arrivé rapidement à la conclusion qu'une grande partie des phénomènes qui étaient rapportés étaient des phénomènes naturels ou artificiels, mais connus. C'est-à-dire que les gens, comme je l'ai mentionné, à partir du moment où la presse se met à parler de ces observations, les gens lèvent le nez au ciel et là, tout d'un coup, ils voient des lumières, puis là, on appelle les services d'urgence. Mais en fait, beaucoup de ces lumières-là étaient simplement la planète
Mars, la planète Vénus, ou simplement des avions qui étaient qui survolaient le territoire, là, soit en direction des aéroports de New York ou des aéroports du New Jersey, mais peu importe, mais simplement des avions. Donc les gens confondaient des trucs qui étaient assez banals. Mais c'est vrai qu'il y avait un lot d'observations qui étaient peut-être un peu plus difficiles à expliquer. Et là, voilà qu'on apprend ces derniers jours. On reste quand même discret, mais des représentants d'une firme qui travaille comme sous-traitant pour le département de la Défense ont admis que durant cette période, ils avaient travaillé sur le développement de drones pour le département de la Défense et qu'ils avaient fait des essais de drones au-dessus du New Jersey et reconnaissent qu'un certain nombre d'observations par l'heure, la trajectoire, les endroits où ces phénomènes ont été rapportés correspondent effectivement à des zones d'expérimentation, de tests pour leurs fameux drones. Donc, il est tout à fait raisonnable de croire qu'un certain nombre de ces observations, qui apparemment étaient demeurées quelque part entre guillemets peut-être inexpliquées, pourraient finalement trouver une explication à travers cette déclaration de ce sous-traitant qui dit avoir testé des drones au-dessus de ce territoire. Pour l'instant, évidemment, on comprend que comme c'est un sous-traitant du département de la Défense, on reste très discret. On ne nomme pas qui est ce sous-traitant et on ne donne pas non plus de détails sur le drone ou les drones en question, comment ils fonctionnaient, quelle était leur grosseur, leur déplacement et tout le reste. On reste très discret sur les détails techniques et également sur la firme qui est derrière la fabrication de ces drones. Mais disons que l'information a été véhiculée par des représentants de la compagnie et également par le département de la Défense qui reconnaît cette action. Donc, pour ceux qui avaient fantasmé sur cette espèce de vague d'OVNI au-dessus du New Jersey en novembre 2024 et qui s'est poursuivie pendant quand même plusieurs mois, parce que même si les observations ont progressivement diminué en décembre, probablement dû à une lassitude de la presse, parce qu'au début, on comprend, les journaux en parlent abondamment. Mais après, quelques semaines, on se dit, on passe à autre chose. Il y a d'autres éléments qui alimentent l'actualité. Puis, faut-il le rappeler, en janvier 2025, on a eu la passation de pouvoir à Washington et l'arrivée de Donald Trump, qui a occupé à peu près tout l'espace médiatique. Donc, les ovnis du New Jersey étaient devenus un peu désuets. Là. Donc, on a mis ça un peu de côté. Mais on a une explication qui pourrait, somme toute, ici, être valable pour ces observations d'ovnis. Voilà. Bon. Donc, pas de surprise, pas d'histoire d'extraterrestres. Non, puis ce qui est intéressant, encore une fois, je sais que les gens diront, ouais, mais tu sais, c'est toujours un peu une explication qui est un peu... entre guillemets, rabat-joie, là, parce qu'on comprend, on aimerait tous ça avoir l'observation d'ovnis fabuleuse et fantastique, puis là, finalement, on arrive toujours un peu avec une explication rationnelle qui vient dégonfler un peu la balloune. Mais faut-il le rappeler, on s'intéresse à la question des ovnis de façon moderne. On s'intéresse à la question des ovnis depuis 1947. Et par une première commission d'enquête là, aux États-Unis qui avait été créée, qui s'appelait le projet SIGN. Et à ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, en 2025, le constat est un peu le même, que ce soit aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis, faut-il le rappeler. Encore une fois, comme je le disais tantôt avec notre discours de la NASA, il n'y a pas que la NASA qui observe l'espace. Les ovnis également ont fait l'objet d'enquêtes menées ailleurs dans le monde, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit au Canada. D'ailleurs, en France, je sais on en a déjà parlé ensemble, mais c'est bon de le rappeler, la France s'est dotée à partir du milieu des années 70 d'un organisme étatique, donc qui est financé et contrôlé par l'État, qui s'intéresse à la question des ovnis. Et cet organisme, il a son siège au sein du Centre de recherche spatiale français, c'est donc la NASA française. Et ce petit bureau s'appelle le GEPAN, et dont l'acronyme veut dire Groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc cet organisme, il a été mis en place pour répondre aux questions du public à partir au milieu des années 70 et il existe toujours aujourd'hui. Et que ce soit donc le GEPAN, mais que ce soit d'autres organismes à travers le monde, l'Australie, l'Angleterre, le Canada, toutes ces recherches menées depuis les années 40 sur la question des ovnis arrivent toutes
toutes ces recherches-là arrivent toutes à la même conclusion. 95% des observations d'OVNI, malheureusement, s'expliquent par des erreurs d'interprétation. Donc, les gens confondent des phénomènes dans le ciel qui sont naturels ou artificiels. Ça peut aller de l'aurore boréale à la planète Vénus, en passant par des drones, en passant par des avions ou des lanternes chinoises, peu importe. Mais les gens confondent des phénomènes qui sont relativement simples et ils les associent à des ovnis. Donc, et dans le cas, ce qui nous reste, le résiduel, on a à peu près un 5% de résiduel. Bien, ce 5%, ou bien on est en présence de phénomènes que la science n'explique pas, puis un phénomène que la science n'explique pas n'est pas forcément d'origine extraterrestre. C'est pour ça d'ailleurs que le nouvel acronyme, c'est phénomène aérien non identifié. Donc, un phénomène aérien n'est pas forcément extraterrestre parce qu'on n'arrive pas à l'identifier. Et également, dans ce 5%, on doit également considérer un nombre d'observations qui sont insuffisamment détaillées et pour lesquelles on ne trouvera jamais d'explication. Je donne souvent un exemple. Si quelqu'un me dit « j'ai vu un ovni quand? C'était au mois de juin. » Oui, de quelle année? En 1972. Ou quelque part au lac Saint-Jean. Ouais, bon, à partir de là, c'est sûr que son observation ne sera jamais expliquée parce que j'ai pas suffisamment de données pour mener une investigation rigoureuse. Et bien souvent, dans le cas des ovnis, c'est un peu comme ça. Là. Les gens rapportent une observation. Je le sais, j'ai fait partie de groupements ufologiques pendant pratiquement 20 ans. Là. Puis quand j'allais rencontrer des gens ou que des gens me rapportaient des observations d'ovnis, c'était très souvent un peu nébuleux. J'ai vu un ovni quand une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Quand un lac, c'était dans la soirée. Là, il devait être quelque part entre 9h et 11h. Ouais, c'est un peu flou. Puis, t'étais où, là? J'étais quelque part, là, en Mauricie. Ah oui, OK. Bon. Donc, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec ça. Ça reste un cas insuffisamment détaillé qui est voué à ne jamais être expliqué. Donc, on a un peu ces éléments, ce 5% de résiduel, mais 95% s'explique de manière rationnelle. Puis je sais que pour certains, c'est un peu rabat-joie de voir ça comme ça, mais c'est quand même la réalité. Et les fameux ovnis du New Jersey, malheureusement, avec ce qu'on apprend... qui se sont expliqués, puis avec l'utilisation de ces fameux drones, je pense que c'est peut-être l'explication qui doit être retenue. Passons maintenant à notre ovni d'Halifax. Écoute, je suis allé voir... je suis allé voir la vidéo qui est virale, puis en commençant, je me suis dit « Oh mon Dieu! » Oh mon Dieu! Hein? Bon, d'ailleurs, je le dis pour les gens qui nous écoutent, j'ai mis la vidéo, le lien de la vidéo, je l'ai mis sur la page Facebook des Radio X-Files. Donc, les gens peuvent aller sur la page, cliquer, voir avec le lien, voir la vidéo en question. Donc, cette vidéo, tu le dis, elle est devenue virale. Elle a été mise en ligne le 8 novembre dernier sur X, anciennement Twitter. Et on n'a pas beaucoup d'informations. On nous dit, un vidéaste anonyme, apparemment sur un bateau cargo, dans le port d'Halifax, a tourné ces images. Et là, donc, on voit des objets lumineux qui sortent des nuages et font un mouvement là, au-dessus de l'eau avant de disparaître. Bon, il y a deux éléments qui ont contribué un peu à cette histoire-là. Elle est devenue virale parce que, il y a une espèce d'engouement qui s'est pris autour de ça. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que, justement, elle est devenue virale. Il y a quelques jours à peine, j'ai vu, il y a en France, ça s'est même rendu en France, parce qu'en France, ils ont une émission de télé web qui s'appelle BTLV, dont l'acronyme veut dire Bob dit toute la vérité. Le Bob en question, c'est Bob Belenka, c'est l'animateur de l'émission, et qui se consacre essentiellement à l'étrange et le paranormal. Et j'ai certains de mes bons amis français, d'ailleurs, qui participent régulièrement à l'émission. Je lève mon chapeau d'ailleurs à Jocelyn Keller, qui fait un excellent travail, qui est un des invités réguliers de l'émission de Bob Belenka. Et donc, même à l'émission de Bob, ils ont présenté la vidéo. Fait que là, je me suis dit, là, quand c'est rendu en France, il faut peut-être un peu regarder de quoi il en retourne. Et donc, pour les gens qui sont... Et en même temps, ça nous illustre une problématique, parce que cette vidéo, pour les gens qui sont des habitués
de l'utilisation de l'intelligence artificielle, soit pour animer des photographies ou animer des films, ben on voit immédiatement là, les défauts de cette image-là. Hein. Donc, on regarde ça. Un bon enquêteur, immédiatement, aurait posé les premières questions là, avant même de regarder l'image. À partir du moment où tu n'as pas une date précise, au moment où l'image a été tournée, tu n'as pas le nom du vidéaste, tu n'as pas accès à l'image originale. Donc, déjà là, il y a plusieurs éléments qui posent un problème. Le deuxième problème, c'est que bien sûr, le port d'Halifax, pour y être allé à quelques reprises à Halifax, c'est quand même une grosse ville, Halifax, il y a beaucoup de gens, puis le port est un endroit où il y a beaucoup de circulation. Donc, on s'imagine que deux gros ovnis comme ça qui sortent du ciel, qui se promènent au-dessus de la baie, là, je veux dire, tous les journaux de la Nouvelle-Écosse auraient parlé de cette observation, et ça n'est pas le cas. Il n'y a eu aucune autre observation de signalée qui fait référence à ce phénomène-là. Donc, bon, si on regarde, on est attentif au mouvement des objets au-dessus de l'eau, avec le mouvement dans l'eau, parce que les objets semblent créer un remous dans l'eau. On voit qu'ils ne sont pas tout à fait synchro avec le mouvement des objets, et ça, malheureusement, ça traduit l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette image, elle est inévitablement, c'est inévitablement un trucage produit par intelligence artificielle. Oui, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, ça nous amène à une problématique, hein, et cette problématique, moi-même, je l'ai souvent adressée. Avec le temps, on voit les outils pour falsifier des images qui sont de plus en plus sophistiquées et qui, finalement, posent un sérieux problème aux enquêteurs. Si on reparle, on ne fait que reculer de 20 ou 30 ans dans le passé. Les gens utilisaient, par exemple, des appareils photographiques argentiques. Donc, un enquêteur, et je l'ai fait à maintes reprises, quand des gens me disaient « j'ai pris une photo d'un ovni », ben, je demandais à voir pas que la photo, mais je demandais à voir tout le film au complet. Parce que si c'est un trucage, une petite soucoupe, par exemple, suspendue au bout d'un fil, ben, il est peu vraisemblable que le photographe n'ait pris qu'une seule photo. Hein? La photo qu'il me montre, c'est sa meilleure, mais probablement qu'il y a eu plusieurs, 4 ou 5 essais-erreurs avant et peut-être des erreurs après. Il a choisi dans un lot de photographies celle qui était la meilleure. Donc, si tu regardes, si tu as accès à toute la bande du négatif, ben, tu peux voir à quel moment la photo a été prise et tu peux voir quelles sont les photos avant et les photos après, et ça te permet de retracer un peu le contexte. Donc, déjà là, c'est un élément qui était très important quand on parlait de photographie. Ensuite arrivent les photographies numériques. Les photographies numériques, évidemment, encore là, si tu es un bon enquêteur, tu ne te contenteras pas de voir que l'image. Tu vas demander à voir l'appareil photo. Parce que la carte mémoire de l'appareil photo contient des données, hein, des métadonnées. Et ces métadonnées te permettent de déterminer à quel moment la photo a été prise. Mais ça te permet de voir quelles étaient les... Si tu recules en arrière, tu vas voir les photos qui ont été prises avant ou après, comme si tu avais accès au négatif. Oui. Et si la personne les a effacées, ben la carte des métadonnées va te le mentionner. Hein? Tu vas passer soudainement de la photo 952 à la photo 957. Mais entre la photo 952 et celle de la 957 que tu me montres, où sont passées la 953, 954, 955? Tu comprends? La personne l'a effacée, mais ça, tu peux pas tromper les métadonnées. Les métadonnées vont te le dire qu'il y a des photographies qui ont été effacées. Mais maintenant, donc, et ça, un bon enquêteur pouvait, à partir de là, essayer de jauger des photographies qui avaient été prises avec un appareil numérique. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et tout le reste, ça devient excessivement difficile de pouvoir traduire qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui a été falsifié. Et si on parle de l'intelligence artificielle, son application dans le domaine de l'imagerie, pour le public en général, là, je parle pour monsieur et madame tout le monde, c'est quelque chose qui est apparu seulement il y a 2 ans au maximum. Hein? Il y a 2 ans, on ne parlait pas de ça, de pouvoir animer des films par intelligence artificielle pour monsieur et madame tout le monde, là, sur des logiciels qui étaient domestiques que tu pouvais avoir à la maison. Bien sûr, on pouvait faire ça dans des grands studios Hollywood, mais maintenant, l'intelligence artificielle, elle est accessible à n'importe qui, soit directement en ligne, ou soit avec des petits logiciels de retouche qu'on peut installer chez soi. Et donc, ça devient excessivement difficile de pouvoir déterminer le vrai du faux. Et encore là, hein, si on regarde les images du port d'Halifax,
On voit, par exemple, que le mouvement de l'eau n'est pas tout à fait synchro avec le déplacement des objets. Mais ça, c'est aujourd'hui. Que sera l'efficacité de l'intelligence artificielle appliquée au domaine du film ou de la photo dans 5 ou 6 ans? Ça va devenir excessivement difficile. Oui. Hein? Si aujourd'hui, quand on regarde des images, si on est on est un familier de l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'on a des animations de personnages, là où l'intelligence artificielle a ses petits défauts, hein, son talon d'Achille, c'est par exemple le mouvement des doigts, le mouvement des mains des gens. Mais encore là, moi, je peux te dire qu'en une année, là, j'ai vu une amélioration là, très, très, très soutenue de ça. Ah, ben c'est complètement fou, Christian. Juste l'application Sora 2, qui est capable de reproduire des personnages, des personnes, de vrais humains là, qui reproduisent pas à la perfection. On voit qu'il y a une différence, mais il faut être très habile, c'est ça. On y est presque. Et là, tu dis, écoute, qu'est-ce que ça sera, ça, dans 3 ou 4 ans? Là, l'amélioration, là, elle est exponentielle de ça. Là. Puis ces gens-là, hein, les animations qu'on fait, avant, rappelle-toi, il y a quelques années, on parlait d'un deepfake. Hein, on prenait des gens, puis on mettait un visage. Hein, on prenait quelqu'un qui parle, par exemple. Mettons, toi qui parles au micro, j'enlève ton visage, je le remplace par, je vais te faire plaisir, là, par le visage de Tom Cruise. Les gens disent Tom Cruise est à Radio X, tu sais. Mais mais ça, on ne faisait qu'appliquer le visage et il y avait encore des éléments, le mouvement des yeux, le mouvement des lèvres n'était pas tout à fait synchro. Mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin de remplacer ton visage. On te remplace toi au complet. On réussit à reproduire l'individu assis dans le studio, là. Et à ce moment-là, comme tu le mentionnes, on en est presque à la confusion. Là. On réussit presque à confondre un observateur. Seuls les gens les plus aguerris vont dire « Oh, putain, minute, ça, c'est une image qui est animée. » Mais dans 3 ou 4 ans, ces logiciels vont être améliorés et on ne sera plus en mesure de faire la distinction. Donc, ça devient excessivement problématique et pas seulement au niveau de l'image. On réussit... moi, j'ai vu, par exemple, des montages où il y avait aussi la voix. Donc, on avait comme reproduit un personnage et ce personnage parlait à l'écran et c'était la même voix que le comédien qu'on connaît bien. Là, tu sais, on se dit, ben là, c'est confondant. Donc, ça devient excessivement difficile. Puis je pense que dans l'histoire du port d'Halifax aussi, ce qui a un peu probablement contribué à l'engouement pour cette image-là, c'est quand même que Halifax, on en est un peu à la date anniversaire d'un événement qui a marqué l'histoire de la Nouvelle-Écosse et en fait qui a marqué l'histoire des ovnis au Canada. C'était le 4 octobre 1967 dans un petit port de pêche qui se trouve au sud de la Nouvelle-Écosse qui s'appelle Shag Harbour. Il y a un objet qui a été observé en soirée par une dizaine de personnes. Et cet objet-là s'est crashé littéralement dans l'océan, au large de Shag Harbour. Et à ce moment-là, il y avait, parmi les témoins, il y avait des agents de la GRC qui ont été témoins de ça. Et comme ils ont vu l'objet cracher, hein, parce que l'objet semblait au début il est en vol, les témoins disent, il s'est posé sur l'eau. Et après être demeuré flottant sur l'eau pendant un certain temps, il a sombré. Et à ce moment-là, la GRC avait demandé rapidement une intervention. On avait d'abord nolisé des bateaux de pêcheurs locaux. On s'était rendu jusque sur le site du crash et on n'avait rien trouvé, aucun débris, pas de cadavre, rien, mais seulement à la surface de l'eau, une espèce de mousse orangée qui avait une odeur de soufre un peu. Et puis, rapidement, dès le lendemain, un bateau de la garde côtière est allé sur place et le surlendemain, des bateaux de l'armée canadienne se sont rendus sur place et ils ont passé au crible la région pendant à peu près une semaine. Il y a même des plongeurs qui ont inspecté les fonds marins et n'ont rien trouvé. Et cette histoire-là n'a jamais été expliquée. Hein. Ce qu'on appelle le crash de Shag Harbour n'a jamais été expliqué. On n'a jamais pu identifier quel était cet objet d'abord observé volant dans le ciel, ensuite se posant sur l'eau et ensuite sombrant dans la baie de Shag Harbour. Et il y a quelques années, d'ailleurs, même la monnaie royale canadienne qui a frappé une série de pièces de monnaie à l'effigie d'histoires d'OVNI qui ont marqué l'histoire du Canada. Ils ont frappé une pièce de monnaie, un peu comme l'OVNI. Ils l'avaient fait aussi pour l'OVNI de la place Bonaventure à Montréal. Là, cette fois, ils l'ont fait avec l'OVNI de Shag Harbour, donc une magnifique pièce qui rappelle cet événement-là et qui n'a jamais été expliquée. Donc, je pense que quand la vidéo est sortie, cette fameuse nouvelle vidéo par intelligence artificielle dans le port d'Halifax, je pense que l'engouement ou le souvenir de cet événement de Shag Harbour qui avait fait de la Nouvelle-Écosse un peu un haut lieu d'un événement à caractère ovni, a certainement contribué à populariser cette histoire, cette vidéo.
Ah, voilà. Alors, c'est tout le temps qu'on a, Christian Page, ce soir. C'est dommage. On avait d'autres histoires, mais bon. Hein, ça sera toujours une autre fois. C'est toujours ça. Oui, toujours. Il faudrait que cette émission-là dure 2 heures. Oui. Pour qu'on puisse... pour passer à travers nous... Pour pouvoir passer à travers nos sujets, là, je voulais te parler aussi de Demi Moore, qui a parlé des extraterrestres récemment dans une émission là, à Stephen Colbert. Elle a évoqué une histoire, un film sur lequel elle travaille en ce moment, mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Absolument. Mais un jour, c'est ça, on aura besoin de 2 heures pour décortiquer est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est un vrai vidéo de Oui, exactement. Christian, je te souhaite un super beau week-end, puis on se reprend pour les Radio X-Files vendredi prochain. Absolument. Alors, bon week-end à tous. Ciao. Bon week-end. Bougez pas. Après les courts messages publicitaires, c'est la Sexploratrice qui s'installe sur les ondes de Choix 98 en Radio X. Radio X-Files. Avec Christian Page. Radio X. Les Radio X-Files, présentés par Porte Bédard, votre expert en conception, réparation, entretien et installation de portes de garage résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles. portebédard.com. Le retour de Radio X. Sa photo, c'est plus pas une poignée de fesses. Une caresse. Mais ça affoune. Les gens devraient être plus offusqués parce que le gars, quand il a commencé en 2015 comme premier ministre, sa valeur nette est évaluée à 1,5 million. Là, aujourd'hui, 10 ans après, est évaluée à peu près à 90-95 millions. Là, moi, je me posais des questions. Ça, c'est un scandale. Le retour de Radio X. Lundi au vendredi, 15h. Radio X. C'est l'événement L'Avenir commence maintenant de Hyundai en célébration à la Coupe du monde de soccer. Et tout le monde profite des taux parmi les plus bas de l'année. Tous les clients se qualifient pour une réduction de taux de 1% à la location ou au financement sur modèle sélectionné. Et pour une durée limitée, obtenez un boni de 500 $ à la location d'une Elantra Essential 2026 à seulement 75 $ par semaine, au taux de 4,99% pour 60 mois avec 0 $ d'acompte. En plus de la meilleure garantie sur véhicules neufs de sa catégorie. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails. Pour moi, le meilleur de l'été, c'est après une grosse journée au bureau. En arrivant à la maison, je me glisse doucement dans le spa. Mes pieds se détendent.